Bonjour à tous, bienvenue dans cette 38e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de Multivers X, qui est anciennement connu comme étant Elrond, la blockchain avec le token EGLD. En 43e position, une capitalisation de environ 825 millions de tokens, de dollars, pardon, des volumes assez faibles, autour de 17 millions, et un cours qui oscille entre 34,5 et 35 dollars pour un token. Sur l'année, on voit que ça a beaucoup baissé, comme toutes les autres cryptos, et on ira voir ça plus précisément à la fin de la vidéo. On est parti pour la partie fondamentale. Donc en une phrase, c'est une blockchain de layer 1 initialement qui vient concurrencer du coup Ethereum, en voulant proposer notamment plus de scalabilité. On va voir qu'en fait, ils ont un peu réorienté leur approche, notamment avec leur rebranding là, orienté sur les use cases, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de vendre la blockchain la plus rapide, la plus efficace, la plus sécurisée, bien qu'ils aient un certain nombre de qualités de cet ordre-là, ils veulent maintenant plutôt vendre des fonctionnalités. Dire voilà, on a un wallet, vous voyez ce que vous pouvez faire avec, on a telle autre fonctionnalité, vous voyez ce que vous pouvez faire avec, on parle de métaverse, venez voir ce qu'on y fait, etc., etc. Donc ils veulent se développer un peu plus comme ça et beaucoup plus orienter leur proposition de valeur vers quelque chose qui touche plutôt à l'adoption de masse pour les blockchains. Et donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. Globalement, euh, on est sur une base semblable quand même à de l'Ethereum, donc on vient résoudre le triangle des blockchains, comme je disais, donc scalabilité, décentralisation et sécurité. Et ce que va proposer EGLD, c'est surtout de la scalabilité. On ira voir après pour les autres fonctions. Globalement, il y a eu un marketing important, et si vous étiez dans la crypto il y a déjà 3 ans, enfin quand c'est sorti, euh, ça a été beaucoup poussé par Asher, qui est le gros nom des YouTube crypto français. C'est-à-dire que globalement, quand vous voulez entrer dans la crypto en France, vous avez plus ou moins entendu parler de Asher à un moment ou à un autre. Voilà, il faut savoir qu'il a beaucoup poussé le projet et il semblerait qu'il soit un de ses validateurs. Information quand même à vérifier. Ça a été fondé du coup en 2017, le mainnet a été lancé en 2020. Derrière, on a une équipe roumaine et le Elrond Network. L'entreprise est basée en Roumanie. À savoir qu'ils ont quand même un siège à Malte, certainement pour des raisons fiscales. En 2019, lors de l'ICO, ils ont réussi à lever 5 millions de dollars, ce qui est bien, mais qui est quand même pas énorme par rapport à d'autres levées de fonds. Probablement que le contexte n'était pas favorable à ce moment-là. Ce qui est intéressant au niveau de la technologie, on est sur du proof of stake, donc comme l'est maintenant Ethereum. L'idée c'est que du coup, quand une transaction a lieu, elle est mise dans un bloc, elle est envoyée à l'ensemble du réseau, et les validateurs travaillent dessus, donc ils travaillent sur des portions de la validation, tous ensemble. Ce mécanisme se fait par le fait qu'ils possèdent des tokens, qu'ils les gardent, donc on appelle ça le stacking, ou le proof of stake, et ils sont rémunérés pour ce service. Donc ils s'occupent de valider, vérifier, exécuter la transaction. Derrière ça, on a du sharding en termes de technologie. Donc c'est une amélioration du proof of stake qui permet en fait de fragmenter la blockchain en plusieurs du coup blockchains différentes avec chacune ses spécificités en termes de fonctionnalité. L'idée là en fait c'est de pouvoir avoir beaucoup plus de transactions gérées en même temps parce qu'en fait on parallélise les blockchains et du coup ça permet quand on est utilisateur d'avoir moins de perte d'efficacité et de hausse des frais de gaz, pardon, lorsqu'il y a beaucoup de monde qui utilise la blockchain. Il s'avère que ça a été plutôt efficace. Il y a eu un test qui a été fait il y a 2 ans, je crois, où le nombre de transactions est monté jusqu'à 200 000 et il semblerait que la blockchain est bien tenue. Cela dit là, au quotidien, a priori, on serait plutôt sur du 15 000 transactions par seconde, ce qui est déjà très bien. Au niveau de la technologie, je reviens sur le Proof of Stake. On a une version un peu améliorée qui s'appelle le Secured Proof of Stake et qui globalement vient améliorer la fonctionnalité sharding en s'assurant en fait qu'aucun des shards, donc aucun des fragments, n'est corrompu. C'est un point qui est positif pour la sécurité du réseau. Au niveau des langages, ce qui est intéressant, c'est que pour les développeurs, il n'y a pas besoin de réapprendre à coder parce que de nombreux langages sont acceptés, dont le Python, et ils sont ensuite intégrés dans le code de la blockchain. Donc ça, c'est très bien pour, disons, attirer des
des profils de développeurs différents et avoir en fait juste du monde qui vient coder et développer des applications sur sa blockchain, c'est vraiment une bonne chose. Et derrière tout ça, on a l'Elrond Virtual Machine, hein, comme le VM sur Ethereum, pour développer des smart contracts. Ce que vous comprenez par contre, c'est que là, ce n'est pas compatible avec Ethereum, mais c'est quelque chose qui viendra plus tard potentiellement. Au niveau de la tokenomique, on a une supply totale de 31,4 millions, qui n'est pas totalement émise, 76% sont émis à l'heure actuelle, et on a une inflation en fait qui est décroissante sur 10 ans. C'est-à-dire que la première année, c'était 10,8% d'inflation, donc presque 11%, et la dernière année, donc il y en a un peu moins d'inflation tous les ans, jusqu'à la 10e année du coup, qui est à un peu plus de 0,5%, 0,6 du coup. Après ça, théoriquement, il n'y a plus de création de tokens, donc à voir comment ils feront pour rémunérer le proof of stake, ça je suis curieux. Mais en plus de ça, on a du burn, donc ça veut dire qu'une fois que la supply totale sera émise et que toute la période d'inflation aura été passée, donc au bout de 10 ans, on devrait être sur un token déflationniste, en théorie. On verra quand on en sera là. Au niveau de la répartition des tokens, c'est là qu'à mon avis, on a un peu un point d'inquiétude. C'est comme vous pouvez le voir tout de suite, les investisseurs 44%, les récompensés drop 7%, très bien. Et la problématique, elle est la fondation et projet, 49%. Donc presque la moitié des tokens qui sont eh bien, entre les mains des fondateurs encore de la fondation du projet. Donc à mon sens, c'est trop, et c'est trop centralisé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en proof of stake, ce sont bien les gens qui ont des tokens, les personnes qui ont des tokens, les entités qui ont des tokens, qui gèrent, qui décident de ce qui se passe sur la blockchain. Hein, parce que du coup, ils ont la majorité pour ce qui est de la gouvernance, ils ont la capacité à faire beaucoup de stacking et donc du coup être rémunérés pour ce stacking. Donc c'est ça une des conséquences de l'inflation liée au proof of stake, c'est que les gens qui ont déjà beaucoup de tokens vont en avoir encore plus au fil du temps. Et donc on a une tendance à polariser les tokens, en tout cas les détenteurs de tokens. C'est-à-dire que là on va vers un système qui est malheureusement moins décentralisé que ce qu'on aimerait et plus centralisé. Donc du coup, ça c'était vraiment le point noir, c'est pour ça que j'insiste un peu dessus. Le token sert du coup, comme on vient de le dire, au stacking, à la rémunération du stacking bien sûr, à la gouvernance, donc le fait de pouvoir voter pour la direction que prend le token, et enfin pas le token, le projet, hein, accepter ou pas certaines mesures, certains développements, certaines orientations stratégiques, etc. etc. Et les frais sur la blockchain. Et alors je reviens sur les frais parce que c'est super super intéressant, et ça c'est vraiment une très bonne idée. Quand vous êtes développeur, que vous créez une application sur EGLD, sur la blockchain Elrond, vous percevrez 30% des frais de transaction des utilisateurs qui se servent de votre application. Donc si vous faites une super app qui est beaucoup utilisée, qui du coup eh bien, nécessite des utilisations en frais régulières importantes sur la blockchain parce que c'est une bonne app, et ben vous allez vraiment pouvoir vous créer une espèce de petit revenu. Et ça, c'est super intéressant pour les développeurs. Je trouve ça vraiment, vraiment très très cool, très très intéressant. Combiné au fait que c'est facile de coder sur la blockchain parce que vous n'avez pas besoin de tout réapprendre. Très bon point, à mon sens, très très bon point pour attirer des développeurs. Autre point, la total value log, donc c'est-à-dire le nombre de tokens stackés, c'est équivalent à 260 millions de dollars, si j'en crois DeFi Llama. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça représente un quart de la supply, et dans les temps actuels, il y a beaucoup de blockchains qui ne sont pas à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Sinon, ça peut sembler incohérent, mais j'ai dit que c'était plutôt centralisé alors qu'on a 3200 validateurs. En fait, il se trouve que beaucoup de tokens doivent quand même être concentrés au sein des mêmes validateurs. C'est en tout cas ce que j'ai pu lire à différents endroits, et qu'on estimerait que malgré ces 3200 validateurs, il y a entre 30 et 40 validateurs qui possèdent une grosse partie des tokens dispo. Donc ça, c'est quelque chose qui est regrettable, plutôt en la défaveur du projet, parce que voilà, on préférait des blockchains qui sont plus décentralisées. A noter que pour être validateur, c'est 2500 EGLD, et pour être délégateur, c'est 10. Donc vous voyez que rien que pour être délégateur, donc pour avoir la possibilité de donner ses droits de vote à quelqu'un d'autre, il faut déjà investir donc au cours actuel autour de 350 dollars dedans. Et pour être validateur, on est plutôt autour de 100 000 dollars. Donc c'est quand même des sommes importantes, ce qui peut expliquer une tendance à la centralisation, malgré ces 3200 validateurs. Au niveau des forces et des faiblesses, globalement, le résumé, c'est ce que je pense des bons points du projet. Il
il semblerait justement, on parlait de centralisation, qu'ils aient un wallet décentralisé qui s'appelle du coup Maillard. Et alors ça, c'est très bien parce que ça va vraiment rejoindre leur stratégie de l'adoption des cryptos par la population et surtout l'adoption de masse. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir un numéro de téléphone pour avoir accès du coup à ce wallet en fait sur votre application téléphone du coup. Et ça vous permet d'échanger certaines cryptos via la plateforme GLD. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Euh, le point sur lequel je suis peut-être un peu plus circonspect, c'est sur l'aspect décentralisé. C'est-à-dire que même si on est sur une technologie décentralisée, comment est-ce que, avec une authentification par numéro de téléphone, vous êtes sûr à 100% d'être décentralisé, vous voyez? Où est stocké votre numéro de téléphone? Qui y a accès? Bon, bah, moi je me pose quand même la question. Mais globalement, pour l'adoption de masse, c'est vraiment très très bien et je trouve que ça colle très bien avec leur nouveau rebranding. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose quand même. Même si à titre personnel, vous voyez, j'irais pas forcément l'utiliser pour cette particularité-là. Le fait que j'ai un doute sur le fait de qui va avoir accès à ce numéro de téléphone que je confie. Globalement, comme je le disais, le fait que ce soit très développeur friendly, c'est quelque chose de très très appréciable et de très très bon pour l'écosystème dans son ensemble. L'écosystème du coup EGLD, Multivers X, parce que la facilité plus le fait qu'il y ait une rémunération automatique des développeurs sur le projet qu'ils font, enfin sur tout ce qu'ils développent en des apps, ça donne envie d'aller bosser dessus tout simplement. Donc ça c'est vraiment très très bon. Ils ont des partenariats intéressants, notamment avec Revolut et Mastercard, donc là on va être plus sur l'aspect monétisation, transfert de devises, paiement, etc. Mais c'est des points qui sont importants aussi, parce que c'est aussi par là que ça va passer. Et donc leur rebranding dont je parlais, hein, donc ils ont tout renommé en XKexchange, hein, donc X-Money, X-Wallet, X-Exchange. Ce ne sont pas des nouvelles choses, hein, ce sont leurs fonctionnalités qu'ils ont développées au fil du temps, mais qui sont du coup rename pour être, comment dirais-je, plus parlant certainement auprès du public en général. Donc à mon avis, un tournant intelligent. Et dans les fonctionnalités à venir en 2023 et qui me semblent essentielles, il y a le cross-chain, c'est-à-dire le fait de pouvoir communiquer avec d'autres blockchains. Ça me semble être extrêmement important. Tout ce qui va toucher à l'interopérabilité me semble nécessaire pour avoir un écosystème qui se développe correctement. Dans les points négatifs, donc ce n'en est pas vraiment un, mais avant c'était ERD, donc il y a déjà eu un rebranding, mais ça c'est quand ils sont passés de Ethereum à leur propre blockchain du coup, donc le ERD qui est devenu le EGLD, et qui a eu un ratio de 1 pour 1000, c'est-à-dire qu'on a divisé par 1000 la supply en faisant cette mécanique là. L'autre, les vrais points en fait négatifs, ça va être du coup comme je le disais la question de la sécurité, notamment sur Maillard, donc ça je me demandais, enfin la sécurité des données, hein, tout ce qui concerne la vie privée, etc. Je ne peux pas parler de hack, je ne sais pas technologiquement comment c'est codé, si c'est accessible ou pas, le fait que ce soit décentralisé normalement est plutôt très positif de ce point de vue-là. Mais je m'interroge quand même sur où va ce numéro de téléphone du coup. C'est une petite chose, hein, vraiment c'est un petit point, surtout vous n'êtes pas du tout obligé de vous en servir. Voilà, c'est une question que je me pose. Et la vraie problématique, à mon sens, c'est la décentralisation et justement la concentration des tokens. Il y a, à mon sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tokens qui sont encore entre les mains de l'entreprise et de la fondation, ainsi que des personnes qui gèrent le projet. Donc ça, à voir comment ça évolue, mais pour moi, c'est le gros point négatif de GLD. Maintenant, on va parler graphiquement de ce à quoi ça ressemble. Donc on voit qu'il y a eu une très 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 belle croissance en 2021, bien évidemment, c'était le lait bull run, hein, lait bull run. Donc on a eu très beau premier pic en avril 2021, redescente, et une croissance incroyable, une poussée incroyable jusqu'à décembre, fin novembre-décembre du coup, de la même année, donc il y a un an. Et là c'était vraiment des valeurs folles. C'est-à-dire que ça on apprécie quand même les tokens qui font 1 et 2 plus haut sur cette période-là. Parce que c'est quand même plus positif, on va dire. Et c'est peut-être lié au fait que le token était quand même relativement récent. Depuis, bien évidemment, ça glisse complètement, et ça glisse même très bas. Et à titre personnel, l'analyse va être rapide. Je ne vois pas ce qui l'empêche d'aller plus bas. Vous voyez, on est là. Donc la dernière fois qu'on a eu ces niveaux-là, autour de 33, 34, 35, eh bien c'était en décembre 2020, donc il y a 2 ans. Et objectivement, en vue weekly, il n'y a rien qui nous empêche d'aller toucher cette première ligne bleue, cette première résistance bleue, autour des 27. Donc à titre personnel, pas de raison de s'intéresser au prix avant que ça n'arrive par là. Je pense qu'on peut gentiment penser, si on est intéressé par le projet, à un DCA dans cette zone-là, entre 27 et 13. Donc oui, c'est très très large, hein. Il y a un écart de x2, hein, du plus bas au plus haut.
je pense que c'est raisonnable de penser à une accumulation dans cette zone-là. Donc, quand il retouchera cette résistance des 27, éventuellement, on en reparlera. L'autre point qui est intéressant et qui a surveillé, c'est le RSI. On voit que le RSI est 30. Donc, je rappelle, en dessous de 30, on considère que c'est de la survente et que ça ne va pas rester longtemps dans cette zone-là. Donc, ça peut être intéressant d'acheter. Il a été gentiment touché en juin, donc suite à la chute de Luna. Et il a bien remonté. Et là, on est en tendance, hein, on est en tendance pour y retourner. Donc on attend. En fait, on surveille vraiment ça, et ça devrait coïncider potentiellement avec cette zone de prix-là. Donc concrètement, c'est ça que moi j'attends, et j'irai même pas plus loin dans l'analyse parce que c'est ça que je surveille pour le moment. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur EGLD. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.